Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie l'Arbicochat, bien entendu. Je vous remercie tous d'être là et je voudrais aussi remercier Monsieur Charles Pasqua, sans qui je n'aurais pas pu louer peut-être des relations fraternelles avec vous et avec l'Arbicochat à partir de Folembray. Aimé Césaire, le grand poète et le grand politique antillais, disait « Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde ». Eh bien, nous vivons dans une civilisation moribonde. Le mot politique est actuellement pris par une majorité de nos concitoyens dans un sens péjoratif et même injurieux. Et en effet, une oligarchie des incapables a mis la France sous tutelle financière. Donc on comprend que le mot politique soit mal vu. Il faut lui redonner un beau visage à ce mot politique, celui de la justice et de la fraternité, celui d'une intervention dans la vie de la cité pour y apporter l'espérance, c'est-à-dire servir la création humaine, le bien commun et les générations futures, les générations à naître. Notre mission devrait être ainsi d'élever à la dignité les gens. Ça devrait être quelque chose qu'on n'a pas besoin de dire, qui est naturel, qu'on fait, qu'on exprime par une action dans le temps. Alors, voyons sur quel fond se déroule actuellement sur la scène publique française le débat électoral, le débat présidentiel. On dit, il y a une dette, il faut la rembourser. Une rigueur de gauche, soi-disant, affronte une austérité de droite. La gauche veut ramener à zéro les déficits publics en 2017. La droite surenchérit, nous, c'est en 2016. C'est un concours d'autodestruction, répétant ce que le chancelier Brünig fit en Allemagne en 1930-32 et le président du Conseil, Pierre Laval, en France en 1935. Ils ont ainsi alors accouché des extrêmes, accouché de l'hitlérisme, et ce sommeil de la raison, je vous le dis, engendrera aujourd'hui d'autres monstres si on n'arrête pas la machine infernale du saccage social, de la destruction économique et du laisser-aller culturel. Alors, il n'y aurait pas de dette. Oui, il y a une dette. C'est celle de la vie et de l'honneur que nous avons contractée envers les générations passées, celles qui nous permettent d'être là, et que nous devons acquitter envers les générations futures, et pas renflouer les établissements financiers qui ont détruit les emplois et détruit l'économie. Il y a une vraie dette, celle des êtres humains, et une fausse dette, celle de l'usure financière. Nous n'égarons donc pas au départ sur une fausse route, et mesurons par rapport aux êtres humains et pas par rapport aux monnaies. De toute façon, toutes les monnaies sont en état de faillite virtuelle, puisque vous voyez toutes s'effondrer par rapport à l'or. Alors, aussi, parce que la Réserve fédérale américaine, elle, émet constamment de l'argent fictif, du capital fictif, de la monnaie de singe, et que la Banque centrale européenne fait circuler de plus en plus vite la monnaie pour pouvoir aussi faire marcher la machine avec un argent qui ne va ni au travail, ni au ménage, ni à la consommation, ni réellement à l'économie. Un argent qui tourne en rond dans un vaste maelstrom, dans un vaste cercle dans lequel il ne sort pas pour nourrir le développement, pour nourrir la science, pour nourrir l'avenir. Disons la vérité, aujourd'hui le monde fait face à une tragédie, à une terrible tragédie, et comme dans toute crise de civilisation qu'est cette tragédie, il se trouve à la croisée des chemins. D'un côté, continuer comme on va, et perdre le sens de l'humanité qu'on a en nous. De l'autre, redécouvrir l'homme, ce qu'il a de plus humain, et le faire s'exprimer sous la forme de grands projets qui redonnent sens à son aventure historique et recréent un esprit de développement mutuel, un sens de l'avenir qui soit partout dans le monde. Donc nous avons une mission par rapport à cela, en France, redonner au peuple, à chacun d'entre nous, accès à ce qui fait vivre, c'est-à-dire à ce qu'on appelle au sens vaste du terme le service public. Aujourd'hui, cet accès est de fait refusé en France. On le refuse. Le prophète Isaïe disait déjà qu'on n'a pas le droit de prendre aux êtres humains trois choses, qu'on n'a pas le droit de les en priver. Les aliments pour se nourrir, les vêtements pour se couvrir et un toit pour s'abriter. J'ajouterai le droit à l'emploi, le droit à un juge, le droit à la justice et le droit à la parole politique. Tout cela est refusé chez nous aux plus démunis et de plus en plus aux classes moyennes. Et une véritable barbarie est ainsi aux portes de notre cité.
Nous sommes face à la plus grave catastrophe alimentaire que le monde moderne ait jamais connue. Déjà, plus d'1 milliard d'êtres humains ne mangent pas à leur faim dans le monde. Et vous savez qu'en France, même en Île-de-France, il y a 6 à 7% d'êtres humains qui sont les glaneurs, qui ne mangent pas à leur faim. On les appelle les glaneurs parce qu'ils vont à la porte des supermarchés ou qui vont à la fin des marchés recueillir les fruits qui restent. Donc si d'ici 2050, on n'a pas augmenté de 70% la production alimentaire, on ne garantira pas une vie aux générations futures. En même temps, nous sommes en face à un risque de guerre à partir du Proche et Moyen-Orient, mais qui embraserait le monde s'il se déclarait. Et puis, avec le système financier et monétaire actuel, celui hier de M. Strauss-Kahn, aujourd'hui de Mme Lagarde, celui d'Angela Merkel, de Nicolas Sarkozy, de Barack Obama et de tous les autres, tous ceux qui se soumettent à la loi du court terme d'un capitalisme financier prédateur, eh bien, il y aura en fin de compte le triage des populations humaines qui deviendra inéluctable. Nous nous dirigeons ainsi vers un enfer terrestre, la guerre de tous contre tous. Si comme aujourd'hui, on continue à jouer sur des bourses de plus en plus opaques, avec ce qui se mange, avec ce qui se respire, qu'on appelle les droits à la pollution, et la vie humaine elle-même, c'est-à-dire les assurances-vie, nous nous condamnons à notre propre destruction dans cette voie. Et on a besoin face à ça de prophètes pour faire face, sans bruit, sans fureur, mais avec détermination et ténacité, et une grande ténacité. On ne sait pas d'habitude, on ne voit pas, on ne considère pas ce qu'est un prophète. C'est celui qui remue les lèvres contre l'injustice et rit ou exprime sa colère contre le respect qui n'est pas dû. Quand les maîtres de la cité abusent de leur autorité, doit surgir le prophète pour rappeler que la fonction d'un dirigeant consiste à défendre la loi et à servir le peuple, pas à se servir lui-même, et que le fort doit être responsable toujours de tout et de tous, et surtout du plus faible. Le prophète n'est pas d'abord un visionnaire, il est celui qui dénonce les failles, les faillites et les abus d'un système. C'est pourquoi je vous demande ici, et je vais le faire au cours de ma campagne, que tous deviennent un peu prophètes. C'est ça, le politique en période de tragédie et de crise. Au nom de quoi ? Dans le combat essentiel contre cette loi de prédateur, la loi de l'usure, la loi de l'argent, contre le libéralisme sauvage, nous avons, je pense, le devoir de mobiliser ce que l'islam, le christianisme, le judaïsme ont de commun, l'idée de solidarité dans l'acte créateur. Alors vous connaissez tous évidemment le hadith du prophète, il n'a pas de foi en moi, celui qui s'endort repu, tandis que son voisin à ses côtés a le ventre vide. De façon similaire, Jean-Paul II, le pape, avait exprimé dans Centesimus Annus, l'encyclique des 100 ans de Rerum Novarum, celle de Léon XIII, il disait « Il faudra surtout abandonner la mentalité qui considère les pauvres, personnes et peuples, presque comme un fardeau. Le progrès des pauvres est une grande chance pour la croissance morale, culturelle et même économique de toute l'humanité. » Dans le judaïsme, tel qu'Emmanuel Lévinas, par exemple, l'a exprimé, on parle de celui qui respecte l'éthique du visage, qui est attaché au sort de tout et de tous, à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger et aux pauvres, responsable dont on ne peut pas se décharger sur personne, comme on ne peut pas se faire remplacer au moment de mourir. Dans le socialisme et la vie, Jaurès, et c'est l'apport de l'humanisme, le vrai humanisme laïque, vous savez, Jaurès disait la laïcité, c'est la fin des réprouvés. C'est ça la vraie laïcité. Tout individu humain a droit à l'entière croissance, il a le droit d'exiger de l'humanité tout ce qui peut seconder son essor, il a le droit de travailler, de produire, de créer, sans qu'aucune catégorie d'hommes soumette son travail à une usure ou à un joug. C'est dans ce tronc commun que nous devons puiser et parfois même nous opposer à ceux-là qui se prévalent de ces diverses étiquettes et qui les utilisent comme des étiquettes, que ce soit l'islam, le judaïsme, le christianisme ou l'humanisme laïque, en trahissant leurs propres principes. Il faut leur rappeler le principe. Et je veux aussi citer des textes de référence qui sont pour nous ce que nous avons signé, ce que la France a signé et que nous trahissons malheureusement tous les jours. C'est les repères fondateurs, qui sont, ou plutôt qui devraient être les repères fondateurs. C'est le préambule de notre Constitution du 27 octobre 1946, repris dans la Constitution dans la Ve République, le programme d'action du Conseil national de la Résistance, qui disait le 15 mars 1944 « Il faut instaurer une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. »
C'est la déclaration de Philadelphie, moins connue, du 10 mai 1944, qui dit « Le travail n'est pas une marchandise et la pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous. » Elle refondait les valeurs de l'Organisation internationale du travail. Et c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 septembre 1948. Au nom de cela, en France, il faut d'abord mettre, repensons à ce que disait Isaïe, une politique agricole et alimentaire digne de ce nom. Juste prix pour le producteur, bon prix pour le consommateur, et qu'on ne joue pas sur les marchés, sur des valeurs de la nourriture. Il vous offre Amundi, il vous offre Lixor, il vous offre en ligne, sur Internet, ce jeu sur les produits alimentaires. C'est d'une obscénité épouvantable par rapport à la situation dans laquelle se trouve le monde. Il y a une politique du toit, c'est-à-dire du logement. J'ai signé la charte avec d'autres de la Fondation de l'Abbé Pierre, qui est une référence juste. Il y a une politique sociale, qui est le vêtement d'aujourd'hui, dans laquelle il ne faut pas que tomber malade devienne un luxe. C'est presque un luxe aujourd'hui de tomber malade, comme l'a dit un grand chirurgien. Mais on rembourse à 80% réellement, comme avant, les frais de maladie. Et qu'on permette d'avoir un remboursement normal des frais pour voir, pour entendre ou pour mastiquer, c'est-à-dire les frais dentaires. Enfin, il faut un accès. L'accès est fermé en France. Un pôle emploi qui n'est pas digne de ce nom. Alors, le président de la République a dit 1000 CDS pour le pôle emploi. C'est absurde. Les gens du pôle emploi doivent avoir des CDI et pouvoir travailler correctement avec une bonne informatique qu'on ne leur donne même pas. Il faut une médecine du travail et l'État sauvé. 45% des médecins du travail ont plus de 55 ans et on ne fait rien pour les remplacer. Il faut des inspecteurs du travail. Il n'y en a en France que 2190 contre 5000 contractuels à Paris pour verbaliser les automobilistes. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Et enfin, évidemment, il y a la nature et la qualité de l'emploi. On parle beaucoup des retraites, mais ce qui est plus grave, c'est la nature d'un emploi qui devient de plus en plus dur et la souffrance au travail qui est inadmissible. Enfin, il y a l'accès à la parole. C'est le financement inique de la vie politique. Rachid Nekaz en a parlé tout à l'heure, mais une autre chose que je voudrais ajouter, c'est qu'en France, si on verse à un parti politique un don, on peut déduire 66% de ce don dans la limite de 20% de ses revenus. Mais on peut le déduire de l'impôt. Et ceux qui ne paient pas l'impôt, les 50% qui ne paient pas l'impôt, tant pis pour eux, ils ne sont pas considérés. C'est scandaleux. Et je pourrais encore en citer des financements de la vie politique qui sont scandaleux. Ce qu'a cité Rachid Nekaz pour les législatives, qui est absolument vrai. Et en plus, si on veut être remboursé aux législatives, il faut avoir 50 candidats qui tous doivent avoir plus de 1%. Et en plus, on doit payer avant, alors que les partis en place ne payent même pas. Ils se font un accord avec les autorités et ils subordonnent l'imprimeur, et l'imprimeur leur imprime gratuit. Donc c'est un système absolument scandaleux. L'accès aux juges aussi. Il n'y a pas d'aide juridictionnelle en France, ou très peu. 10 fois moins qu'en Grande-Bretagne. Pour une fois, je citerai la Grande-Bretagne favorablement, c'est rare dans mon cas, mais c'est vrai. Et on devrait la multiplier par 2 ou par 4 très vite. Donc il faudrait en dire beaucoup, beaucoup plus. Mais je voudrais dire simplement qu'au fondement de tout cela, il y a quelque chose qu'il faut absolument faire. Arrêter l'usure financière. Et ça veut dire nettoyer les écuries d'augias financières. C'est-à-dire dire les banques qui spéculent, il faut les arrêter. Il faut arrêter les banques d'affaires. Comment? En séparant les banques d'affaires des banques de dépôt et de crédit. Les banques de dépôt et de crédit continueront avec une certaine protection de l'État. Et les banques d'affaires, elles continueront. Et comme toutes sont en faillite virtuelle, elles feront faillite. Et on ne les renflouera pas. On refusera de les renflouer. Alors, il faut plus d'argent, il faut de crédit public pour lancer de grands projets pour financer l'homme et la nature, un crédit public par des grands projets de développement mutuel. Et c'est comme ça qu'on pourra refonder l'Europe, en substituant une alliance des peuples pour le progrès à un euro qui est complètement en banqueroute et qui va sombrer. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas dire quand, mais je peux vous dire bientôt. Donc il faut investir par rapport à ça dans la créativité humaine pour avoir des gens qui reçoivent des emplois qualifiés pour pouvoir faire cette autonomie du futur, avec des énergies, des technologies à densité de flux élevée par être humain et par unité de surface. Et il faut créer une alliance des peuples suffisamment forte pour faire face à ce garrot de l'oligarchie. Vous savez, en France, c'est un peu comme dans l'Inquisition espagnole, on fait par petits coups, crac, crac, crac. Et chaque fois, on est dépourvu d'une part de l'acquis social. Alors, il faut faire une véritable alliance contre la City
et Wall Street, et cette alliance doit être une alliance qui doit être mondiale des peuples. Et puis, il faut penser à l'autre. Et je suis scandalisé que dans cette élection, presque personne, à part vous, dans cette salle, et un certain nombre de gens, ne parle réellement des banlieues et ne parle réellement de l'Afrique. Presque rien. Les banlieues, on les abandonne. Et excusez-moi de le nommer comme ça, à l'émirat wahhabite dévoyé du Qatar, qui vous donne une aumône de 50 millions, insultante, et à l'ambassade des États-Unis, qui vous donne des bourses tout aussi insultantes. Alors qu'il faudrait un véritable plan Jaurès ou un plan Marshall pour intégrer ce qu'on avait promis, ce que certains avaient promis, et je ne citerai pas qui, et qui n'ont pas fait. Nous avons tout un programme pour cela, et on a un programme que des jeunes ont conçu eux-mêmes, un programme Léo Lagrange, André Malraux, nous l'avons appelé, qui vise à donner à chaque enfant un accès au meilleur de toutes les cultures, avec une familiarisation constante avec les œuvres d'art et une pratique sociale, un peu comme le fait le groupe Demos, qui a inspiré Del Sistema du Venezuela. À chaque enfant un instrument de musique, à chaque enfant la possibilité d'être dans une chorale, à chaque enfant la possibilité de connaître le meilleur des cultures. Et l'Afrique. Eh bien, l'Afrique, c'est une Afrique qu'on laisse tomber. D'ailleurs, le sort de l'Afrique est en train d'arriver à la Grèce, est en train d'arriver au Portugal, et à l'Espagne, à l'Italie. On écrase les États et les peuples pour sauver les établissements financiers et l'influence de ceux qui sont autour de la City et de Wall Street. C'est donc ce système mondial dans lequel l'Afrique se trouve prise au piège et tombe à ce que Joseph Conrad, le grand écrivain, a appelé le cœur des ténèbres. Thomas Sankara, devant l'Organisation de l'Unité africaine, le 29 juillet 1987, alors qu'il était président du Burkina Faso, s'était écrié « Si le Burkina Faso demeure seul dans son refus de payer la dette, je ne serai pas parmi vous à notre prochaine conférence. » Alors, le Burkina Faso est demeuré seul à ne pas payer la dette, et Thomas Sankara a été assassiné, comme Patrice Lumumba, et par les mêmes forces, le 15 octobre 1987, sans que François Mitterrand bouge le petit doigt pour le sauver. Et je ne veux pas parler du reste. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, la crise balaye le monde. Et c'est une situation qui s'aggrave de jour en jour, car elle est devenue mondiale. Alors je suis convaincu qu'au milieu des périls, on peut se ressaisir. Ce que disait Hölderlin, et que certains ont cité, moi j'étais, je pense, le premier à le citer, mais beaucoup d'autres ont le cité, c'est-à-dire que plus croît le péril, plus peut croître aussi ce qui sauve, pourvu qu'on se mobilise. Donc on est dans ce moment-là. Et les grands projets pour lesquels nous nous battons s'inscrivent au sein de cette tragédie. Il faut remettre en eau le gars de Tchad, par exemple. Il faut refaire un véritable pont terrestre allant du Portugal jusqu'en Chine, un développement de toute l'Eurasie. Il faut faire aussi, on pourrait faire en Tunisie, dans le sud, le vieux plan d'irrigation pour les Tchad du Sud, qui était un plan déjà que l'ingénieur-chef Rouder avait au XIXe siècle. On n'a rien fait, rien. Ce système colonial a été un système de non-développement. Il faut passer maintenant à un système de développement mutuel. Ça, c'est le défi de l'avenir. Et pour finir, puisque je vois que le temps passe, je veux évoquer un souvenir et vous faire part d'un rêve. Le souvenir, c'est que, et je m'en suis reaperçu récemment, c'est que ma famille vient d'un petit village d'Auvergne, petit aujourd'hui, qui s'appelle Soxilange. Et dans ce village, il y avait une grande abbaye bénédictine. Et le prieur, c'était Pierre le Vénérable. Alors Pierre le Vénérable, c'est le premier qui a fait traduire le Coran en français et en latin, parce qu'il pensait que c'était le livre de Satan et qu'il fallait qu'on soit édifié sur le livre de Satan. Puis on l'a traduit, il l'a lu, et il a dit quand même c'est autre chose. Donc je pense que la connaissance, si elle est honnête, peut changer toute politique. Ça ne veut pas dire qu'il s'est converti, mais il a changé. Donc je pense que ce changement est possible, et que par rapport à tout ce que je vous ai dit, ce n'est pas utopique, c'est possible si on se bat et qu'on mouille la chemise. Et le rêve, c'est que, évidemment, un rêve qu'on a eu au XVe siècle, et qui aujourd'hui, dans la tempête, peut peut-être réapparaître, doit réapparaître, excusez-moi d'avoir dit peut-être, c'est que tous les peuples rassemblés à Al-Quds, ou que d'autres appellent Jérusalem, mais au même lieu saint, tous les peuples s'efforcent de ramener à une part commune dans l'action. Ça ne peut pas être dans les dogmes ni dans les principes, mais dans l'action, toutes les diversités religieuses, par le consentement commun et progressif de tous les hommes, dans un dialogue pour l'avenir, pour établir la base de la paix avec un objectif commun. Alors, il y a une question pour laquelle on dit que nous sommes des rêveurs, que je suis un rêveur, mais cet objectif commun
c'est d'un côté développer les pays du Sud, développer ce qu'on a appelé le tiers-monde dans ma jeunesse, et aller visiter aussi en même temps le monde qu'on ne connaît pas encore, l'explorer, parce que c'est une création. Comme les navires du monde arabe partaient vers la Chine ou ceux du monde chrétien vers l'Amérique, cette fois, je pense, il faut une politique de l'espace dans laquelle tous les peuples du monde auront une mission commune de découverte qui sera celle du monde créé et que sera signe, si nous nous rassemblons pour ça, de la paix sur la terre. Alors, c'est la politique au-delà de la politique, bien entendu, c'est-à-dire, je pense, la vraie politique, pas la politique dont on parlait tout à l'heure, la politique des raisonneurs, des comptables et des statisticiens. Cette élection présidentielle est une élection, on dit combien ça coûte, combien ça coûte, combien ça coûte, comme si on était à la télé ou dans une agence de pub. C'est scandaleux. Ce qui compte, c'est une vision, c'est un projet qu'il faut calculer. Mais il faut avoir cette vision et ce projet d'abord pour assurer un avenir. Alors pour finir, je suis convaincu que ce salut commun, ce véritable salut commun, et c'est un terme intéressant parce qu'il est à la fois inscrit dans toutes les grandes religions et dans l'international. Donc ce salut commun, ça m'a surpris, je l'ai redécouvert il y a quelques jours. Sans ce salut commun, on va basculer dans une barbarie de l'avoir et une espèce de cupidité de posséder. Et il faut en sortir. Voilà.